parler après toi, longtemps après toi ou pas? Ça va être des séquences de 5 minutes. Ok. Ça s'enchaîne. Je peux. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous invite. Alors déjà, je vous dis bienvenue et je vous invite à venir vous installer sur les chaises que voici pour vivre cette conférence de presse ensemble. Ah oui. Bon alors, on a zappé la partie petite musique d'ambiance, hein, petit silence un peu awkward pendant qu'on s'installe. Mais du coup, je pense que tout le monde est là. Je pense qu'on est pas mal, donc on va démarrer. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Donc très rapidement, la structure de ce moment qu'on va passer ensemble. L'objectif, nous sommes à la dernière session de la Convention des entreprises pour le climat. On a des discussions avec certains plutôt qui étaient là à la session 1 il y a 9 mois. Alors je suis vraiment le moins bien placé du monde pour faire ce genre d'analogie, mais voilà, on est en train d'accoucher de notre beau bébé. Et le but, c'est de pouvoir partager avec vous, notamment l'intention, revenir sur l'intention et revenir sur ce qui aura été produit au cours de ces 11 mois, notamment les feuilles de route. Et nous avons plusieurs participants qui vont vous la partager. L'objectif, c'est de pouvoir dérouler tout ça et ensuite ouvrir un moment de convivialité, d'échange un peu spontané. Le buffet est déjà servi. On veut bien s'occuper de vous toutes et tous. Et sans plus tarder, eh bien, on va se lancer. Alors, du coup, je veux bien qu'on me remette mon chrono à 5 parce que on a une obsession, pardon, j'ai une obsession à la CEC, c'est le respect du timing. C'est parti. Alors, quatre moments. Effectivement, mon micro est un peu fort peut-être. 4 moments. Introduction, un moment sur ce qu'est l'économie régénérative, qui est nous, notre cap, tous ensemble. Présentation de feuille de route et quelques éléments pour l'après. En introduction, je pense que je ne vais apprendre rien à personne dans cette salle ou en ligne. Nous avons un problème. Il y a plein de façons de le présenter, de le quantifier. On s'est souvent référé à celui-ci. Et la première session de la CEC, notamment pour beaucoup de participants, qui, et en France quelque part, c'est un peu normal, voient surtout le sujet sous l'angle du climat, à partir du moment où on se rend compte que le climat, c'est ici, et que ce n'est pas la limite qui est la plus dépassée, on se rend compte que le problème est beaucoup plus large, beaucoup plus complexe, beaucoup plus systémique. Et surtout, à partir du moment où on comprend que tout est interconnecté, on comprend que ça ne va pas être du changement à la marge qui va nous sortir de notre affaire. Et dans le monde économique, comme dans le monde politique, le monde institutionnel, en fait, quand on est dirigeant, son quotidien est fait d'injonctions contradictoires. Même sans les sujets environnementaux, le quotidien est fait d'injonctions contradictoires. Donc quand on rajoute les sujets environnementaux, irrémédiablement, on tombe sur une inertie connectée à un vrai dilemme du prisonnier qui est que, pour la majorité des business, faire les choses bien, d'un point de vue environnemental, c'est les faire plus cher. Dilemme du prisonnier, c'est anticiper que mes concurrents, si moi je commence à augmenter mes coûts pour faire les choses bien, eux ne vont pas le faire et juste me regarder planter mon business pour ensuite récupérer les parts de marché. Et donc fondamentalement, c'est cette tension-là qui est à résoudre. Et dans la théorie autour de la théorie des jeux du dilemme du prisonnier, il y a une réponse fondamentale qui est la coopération. C'est pour ça qu'existe la CEC, pour prouver que la coopération dans le monde économique est possible. Et donc ce qu'on a fait, c'est de recruter, réunir, inviter 300 représentants de 150 entreprises. Vous envoyez ici un échantillon, c'est les logos les plus connus, on va dire. Il y a une infinie richesse de plein de boîtes ici qui sont moins connues et je vous inviterai très fortement à les rencontrer. Et l'idée, c'est que, quantitativement, on parle de plus de 300 participants,
350 000 collaborateurs tout agrégés, 75 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est une belle masse. Si ce collectif-là arrive à avancer ensemble, on pense qu'on va réussir à démontrer quelque chose. Et le process qu'on les a fait vivre, tous ces participants, depuis 11 mois, c'est de dire que pour faire le job, on a envie de les informer, de les équiper, de les engager. Et on a construit un parcours en 6 sessions qui part du constat, qui va jusqu'à poser une feuille de route horizon 2030 qui permettent de viser ce cap de l'économie régénérative. La façon dont on le fait, le parti pris fondamental, c'est que la transition ne se fait pas dans Excel. Elle se fait quand on réussit à réunir tête et cœur, qu'on laisse pénétrer l'urgence pour vraiment comprendre à quel point et à quelle vitesse il va falloir bouger. Et ça, in fine, je ne vais pas m'étaler dessus, les participants le diront, le partageront bien mieux que moi. Et en septembre 2021, on est parti en se disant, si on arrive à créer un cadre de confiance pour que, quelque part, la façade, le masque de dirigeant puisse tomber, quand je suis dirigeant, quand je suis dirigeante, j'ai besoin de projeter de la confiance. J'ai besoin de projeter un cap, j'ai besoin de projeter pour mes collaborateurs, pour mes actionnaires, pour mon écosystème, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait où on va. Le challenge, c'est que sur les sujets environnementaux, personne ne détient la réponse. Sinon, on n'en serait pas là. Et du coup, c'est difficile en tant que dirigeant de s'attaquer à ça. Et ce qu'on pense, c'est qu'en créant les conditions pour qu'il y ait un peu plus de vulnérabilité, un peu plus d'ouverture, alors là, on peut vraiment commencer à travailler. Et donc, en créant un regard décalé, en activant l'intelligence collective et en faisant tout ce qu'on peut pour aider les participants, les dirigeants à embarquer leurs collaborateurs, alors on va pouvoir arriver sur 150 feuilles de route qui montrent un chemin, qui sont une impulsion pour commencer à débloquer ce fameux dilemme du prisonnier. L'intention, c'est que 150, 350 000, 75 milliards, c'est beaucoup, mais en fait, c'est très peu à la fois. Le PIB de la France, ça reste plus de 2000 milliards d'euros. Et du coup, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut réussir tous ensemble, c'est partir de 150 pour montrer, pour prouver que prendre le temps à accélérer, c'est possible, pour rayonner dans les écosystèmes économiques, embarquer les parties prenantes, les clients, les fournisseurs. Quand on est dirigeant, la plupart du temps, on fait partie de la CPME, du METI, du MEDEF, de toutes les déclinaisons d'organisations patronales. On est en interaction avec tous les corps intermédiaires, et donc ça peut aller très vite, cette diffusion dans le monde économique. Et que si on part d'une posture de dirigeants qui disent « moi d'abord », avec ma feuille de route, et voici comment vous, mon écosystème économique, et vous, écosystème, monde politique, public, société civile, vous pouvez m'aider à maximiser mes chances de succès là-dessus. On pense, nous, notre conviction, c'est que c'est le bon chemin à explorer pour y arriver. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de passer la parole à Grégoire, qui en est à la clôture de sa 2e convention. Exactement. Et qui a déjà vécu ce chemin de diffusion. Exactement, ce chemin de diffusion, parce que le défi en fait que vous avez aujourd'hui, c'est un défi que nous on a connu à la Convention citoyenne. Donc moi, Grégoire Frati, j'étais un des 150 Français tirés au sort pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. Et ça vous aura pas échappé, Convention des entreprises pour le climat, Convention citoyenne pour le climat, il y a quand même quelque chose qui résonne. Quelque chose qui résonne dans le format. Et effectivement, dans ce parcours d'engagement pour le climat, personnellement, j'ai pu justement avancer sur différents sujets, sur les 20 heures pour le climat, sur des marches pour le climat, en travaillant dans un cabinet écolobie ou autre chose. Et en fait, finalement, je me suis lancé dans cette aventure Convention des entreprises pour le climat parce que j'y voyais une suite logique. À la fin de la Convention citoyenne, il y a 150 citoyens qui ont travaillé pendant 9 mois et qui ont dit à la fin, on appelle le monde économique à se saisir de nos propositions, à se saisir de la question environnementale. Et à cet appel des 150 citoyens, il y a 150 dirigeants, 150 structures qui ont répondu et qui se sont donc engagés dans ce parcours pour essayer de se poser les bonnes questions. Et moi, ce que j'ai apprécié en tant que citoyen, et c'est pour ça que j'ai apprécié cette suite logique, qui n'est pas d'ailleurs une suite génétique, c'est pas exactement la même chose, c'est pas le même mandat, c'est pas la même manière de travailler, même si on ressent beaucoup de lignes directrices, comme cette claque environnementale qu'ils ont connue, que nous on a connue en tant que citoyens, et que ça m'a fait plaisir de voir des citoyens écouter Valérie Masson-Delmotte, et pareil, se prendre un peu ce mur environnemental, et du coup se reposer enfin les bonnes questions, ça m'a fait plaisir. Donc j'y ai vu une suite, et surtout, moi, ce que j'ai vu, c'est une opportunité. Une opportunité parce que c'est 150 dirigeants,
Ils ont une force que nous n'avions pas à la Convention citoyenne pour le climat. C'est qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer. Et ça, c'est l'objet des feuilles de route. Ils peuvent avancer à 150. Ils peuvent avancer avec les 350 000 collaborateurs. Ils peuvent déjà faire bouger des choses, faire bouger des lignes profondes. Et ça, c'est quelque chose qui est très enthousiasmant parce que la Convention citoyenne pour le climat, moi j'ai vécu ce moment où on avait besoin du politique, on avait besoin de la société civile pour avancer et on a senti cette différence dans le niveau d'appropriation. Et là, d'avoir des dirigeants qui, eux, vont d'abord s'appliquer des choses à travers des feuilles de route, et vous allez en avoir quelques-unes qui viendront illustrer ce qui est possible et ce qui est fait, et ça vient donner espoir. Ça vient donner espoir et peut-être ça viendra donner de la force au discours environnemental, et ça donnera de la force notamment à travers des propositions systémiques, parce qu'effectivement, avec la Convention des entreprises, on a commencé un travail de co-construction politique. C'est un travail qu'on n'avait pas forcément connu durant la Convention citoyenne. C'est un travail qui a été fait durant ces 9 mois, et ça a été d'aller voir les ministères, les groupes politiques, les commissions. Durant les présidentielles, on est allé chercher les candidats pour leur poser des questions sur comment est-ce qu'ils pouvaient lier écologie et économie. Et ce travail de co-construction politique va amener, et ce sera d'ailleurs un des objectifs de demain, à la proposition d'une dizaine de mesures profondes, de mesures systémiques qui demanderont au monde politique de dire, voilà, 150 citoyens ont pris le temps. 150 dirigeants ont pris le temps, alors que pourtant c'était quelque chose qui semblait un peu insurmontable. Et donc maintenant ce sera aux politiques de prendre le temps de se projeter, de prendre le temps de se former, de se sensibiliser, et pourquoi pas d'accompagner les entreprises, parce que les entreprises peuvent beaucoup, mais elles ne pourront pas tout, parce qu'il y aura des blocages, et ces blocages, ce sera l'objet des discussions de demain, de la priorisation de demain. Et finalement, on arrivera à quelque chose qui, moi je l'espère, arrivera dans une prolongation de la Convention citoyenne. On aura cette Convention des entreprises qui sera un nouveau marqueur, un marqueur d'engagement, un marqueur fort qui viendra, et on le verra un peu plus tard, mais qui viendra s'essaimer, qui viendra aller plus loin. Et finalement, ma véritable question, c'est est-ce que j'y crois ? Est-ce que j'y crois ? Parce que est-ce que je crois que le politique est capable d'entendre ce qui va être proposé ? Moi, j'ai l'audace de penser que oui, parce que déjà avec 150 citoyens, on a fait trembler un petit peu, on a fait bouger quelques lignes, pas suffisamment, j'en suis un des premiers frustrés, mais on a commencé à poser sur le débat public certains sujets. J'ai vraiment cette audace de croire qu'avec ces dirigeants, on arrive à faire bouger les choses de manière plus profonde, parce que je viens revenir un petit peu sur la loi climat-résilience. Quand elle a été mise à l'Assemblée nationale, au Sénat, quand il y a eu cette grosse loi climat qui est arrivée, on a senti les blocages du monde économique qui n'avait justement pas pris ce temps. Alors maintenant, d'avoir des entreprises de notre côté, qui ont pris le temps, des entreprises qui sont crédibles sur le plan environnemental comme sur le plan économique, ça va donner de la force, ça va donner de l'envie et un essaimage le plus fort possible. Donc voilà, moi c'est un petit peu un passage de relais aujourd'hui, ça met une émotion assez particulière parce que 9 mois de convention citoyenne, 1 an de travail, 9 mois de convention des entreprises pour le climat. J'attends de voir le travail qui va être fait derrière, la manière dont ça va être attrapé par le politique, donc ça va être attrapé aussi par les autres dirigeants. Et moi, je souhaite plein de réussite à cela, et je souhaite que ces feuilles de route soient vraiment des exemples et des marqueurs qui vont faire un petit peu date dans la manière dont l'économie et l'écologie vont enfin pouvoir s'entrelacer ensemble sans conflit. Merci Grégoire. Merci. Alors, je vais maintenant inviter sur scène pour parler d'économie régénérative, qui est notre cap à nous tous, Christophe, qui avec ses brillantes idées et son délicieux accent wallon, accompagne et stimule nos participants depuis la session 2 à Lille, qui était en octobre. En fait, je ne vais pas en dire plus. À toi, Christophe. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vais vous poser un peu le cadre de l'économie régénérative qui constitue vraiment le socle, l'objectif à atteindre, le niveau d'ambition qui a souhaité être proposé aux entreprises, aux dirigeants, dirigeantes et leurs Planet Champions dans le cadre de la CEC. Alors je vais être très court. Vous vous rappelez d'abord le contexte. Alors Yannick vous a montré les limites planétaires. Vous êtes probablement consciente du dépassement de limites planétaires et de ce que ça signifie surtout, parce que ça c'est un schéma. Ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est que nous sommes en train de dérégler les savants équilibres du système Terre avec des risques de déséquilibre profond et un chaînage de conséquences dont il est difficile d'en mesurer toutes les conséquences. Ce qui est interpellant, c'est qu'aujourd'hui, nous prenons en charge les besoins de l'humanité dans un dépassement complet de nos capacités écologiques, plus exactement des capacités écologiques du système Terre, mais nous le faisons
sans étant capable pour autant de répondre aux besoins de base dont chaque humain sur Terre ne devrait pas manquer pour pouvoir mener une vie digne. Donc nous ne sommes ni capables d'agir dans l'espace sûr des limites planétaires, ni capables d'agir dans l'espace juste permettant à chaque humain sur Terre de prendre en charge les besoins dont personne ne devrait manquer. Le défi, c'est de réintégrer cet espace sûr et juste. Alors quand on a ça en tête, eh bien, on est obligé de changer de lunettes, on est obligé de changer de paradigme. Nous ne pouvons plus nous contenter de réduire nos impacts négatifs sur les écosystèmes et sur la société. Si je prends l'image d'une baignoire, on a une baignoire pleine, elle déborde, on a un robinet grand ouvert. Tourner le robinet d'un quart ne suffit pas à éviter l'inondation. C'est exactement la même chose ici. Il faut non seulement fermer le robinet, mais il faut également ouvrir la bonde, écoper, réparer ce qui a été dégradé. C'est précisément l'objet de l'économie régénérative. Alors l'économie régénérative, c'est quoi? C'est l'idée de dépasser le cadre strict de la réduction des impacts négatifs à leur seuil incompressible pour aller jusqu'à la génération d'impacts positifs nets sur les écosystèmes, sur la société. Qu'est-ce que ça signifie pratico-pratiquement? L'économie régénérative, elle vise à soutenir le vivant, à dynamiser la vie sous toutes ses formes, dans chacune de nos actions, dans chacune de nos décisions, dans les pratiques que nous mettons en œuvre. Elle vise véritablement à remettre la vie au cœur de nos modes de fonctionnement. À l'intérieur des entreprises, ça veut dire quoi, par exemple, pour ses parties prenantes? Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise offre à ses collaborateurs, à ses collaboratrices, un environnement de travail, des modes d'organisation, un type de relation qui est encouragé, qui est vivifiant, énergisant, stimulant, qui permet aux uns et aux autres d'exprimer leur plénitude, leur élan de vie? Ou à l'inverse, est-ce que c'est plutôt une énergie qui est plombante? C'est-à-dire que quand on sort du boulot le soir, quand on sort d'une réunion, eh ben on a moins d'énergie que quand on y est rentré. Vous voyez la différence, hein? Un contexte propice à la vie, propice à l'énergie, un contexte qui affaiblit cette énergie. Ça, c'est pour l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des écosystèmes? L'écosystème, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on permet aux écosystèmes d'exprimer le potentiel de vie dont ils sont porteurs? Alors ça nous oblige à distinguer deux types d'entreprises. On a des entreprises qui sont en lien direct au vivant de par la nature de leurs activités. Je vous donne l'exemple d'une exploitation agricole. Et puis on a des entreprises qui sont plus distantes du vivant dans le cadre de leurs activités. Prenons une fonderie, par exemple. Dans le premier cas, qu'est-ce que nous invite à faire la régénération? Elle nous invite à nous reconnecter au vivant, et elle nous invite, dans ce travail de reconnexion au vivant, à recréer les conditions d'expression de la potentialité du vivant. Faire en sorte que le vivant rejaillisse et redéveloppe ses capacités intrinsèques d'expression, de régénération. Alors quand on est en lien direct avec le vivant, ça vient questionner nos pratiques. Ça vient questionner notre système de production. Si je suis une exploitation agricole, que je mets en œuvre un modèle d'agriculture intensif fondé sur de l'agrochimie, le vivant, on est plutôt dans une logique qui va contre le vivant. On est mortifère à l'égard du vivant. À l'inverse, des pratiques régénératives de non-labour des sols, des pratiques régénératives de culture de rotation, des pratiques d'agroécologie, d'agroforesterie, de permaculture, redonnent de l'espace au vivant, permettent aux services écosystémiques, c'est-à-dire les services rendus par la nature, de se réexprimer et de réadosser nos productions sur ces services écosystémiques. Alors ça, on voit bien ce que ça veut dire pour des entreprises en lien avec le vivant. Qu'est-ce que ça veut dire pour des entreprises qui sont plus distantes avec le vivant? Là aussi, il va falloir retravailler les connexions. Il va falloir retravailler les connexions via les infrastructures, la végétalisation, la désartificialisation, via les processus. Comment est-ce que je re-questionne mes processus industriels pour faire en sorte que les produits que j'envoie dans l'environnement soient bio-assimilables et qu'ils puissent être traités biologiquement. Via le sourcing, si je suis une entreprise de textile, par exemple, à un moment, je remonte dans ma chaîne de valeur et il y a quelqu'un en lien avec le vivant. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons développer des coopérations pour faire évoluer les pratiques et les rendre vertueuses jusqu'à la mise en marché des produits? On peut développer de l'innovation bio-inspirée, repenser ses modes de conception. On peut aider nos clients, si on est une entreprise de service par exemple, à adopter des pratiques régénératives. Mais ce faisant, on sera rarement régénératif sur son périmètre propre. Il va falloir engager des coopérations avec d'autres. Et ces coopérations avec d'autres, en particulier avec des entreprises qui sont en prise directe avec le vivant, elles vont prendre la forme d'un écosystème coopératif d'acteurs, d'un ensemble d'entreprises qui décident de se mêler les unes aux autres et qui décident collectivement de développer
à un effort de régénération. On était dans des ateliers ce matin et quelqu'un disait tiens, est-ce que relier une entreprise agricole à une entreprise industrielle, c'est un fil sur lequel je dois tirer? Résolument, oui, c'est un fil sur lequel il faut tirer. Alors il y a toute une série de principes derrière. Des principes, alors je vous en donne quelques-uns, je ne vais pas les développer. Des principes du fonctionnement du vivant. Dans le vivant, tout est circulaire par design. Le vivant est sobre dans la satisfaction de ses besoins. Il est multifonctionnel, il est ancré dans le local, il mobilise des énergies et des ressources locales, des énergies de flux. Il utilise des atomes simples, des molécules bioassimilables. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des points d'appui, on a un ensemble de principes qui nous guident dans la dynamique de régénération. Sur un plan méthodologique, ce que nous avons cherché à mettre en œuvre au niveau de la CEC, c'est d'abord, avant de foncer tête baissée dans une solution, c'est d'abord de prendre un temps de recul sur la qualité de la problématisation. Parce que foncer tête baissée sur une solution, parfois, si le problème est mal posé, va effectivement générer des réponses à une situation mal calibrée au départ, et donc la réponse ne sera pas satisfaisante. Et donc on a beaucoup travaillé sur la question, sur ce qu'on a appelé la question générative. Je vous donne un exemple de question générative à l'initiative d'une transformation de modèle économique. Comment un fabricant de poids lourds peut-il encourager, accompagner la baisse volontaire de camions et de réduction du nombre de kilomètres qu'il parcourt sur la route? Ça, c'est des questions qui sont à la hauteur des enjeux. Et ça, c'est des questions qui, à un moment donné, viennent questionner de manière très profonde les modèles économiques sous-jacents. Donc c'est dans ce type de radicalité qu'on a amené les entreprises, et charge à eux ensuite, et bien évidemment, ils étaient accompagnés méthodologiquement, charge à eux ensuite de tirer le fil. J'en terminerai sur ce que moi je trouve exceptionnel dans la CEC. J'en étais un spectateur, un acteur spectateur. Alors, la CEC, ça a été un collectif extrêmement puissant pour positionner les enjeux de transformation à leur bon niveau. Stop à la réduction d'impact négatif. Non, le curseur, il doit monter. Il a mobilisé les intelligences multiples. Ça veut dire qu'on est sorti exclusivement de la tête. Et souvent, on ne mobilise que la tête. On nous fait des discours depuis des années, des cours, des conférences, des trucs et des machins qui viennent nous remplir la tête. Mais ça ne descend pas dans le cœur, ça ne descend pas dans les tripes, ça ne descend pas dans son essence profonde. Là, je crois que c'est descendu dans l'essence profonde de beaucoup de dirigeants, de beaucoup de planètes champions. Et une fois que vous l'avez là, la force de transformation, l'énergie que ça vous donne, ce n'est pas du tout la même. Et puis une aventure humaine hors du commun, soutenue par une équipe incroyable, par des dirigeants engagés. Voilà, quand on vient ici, je disais tout à l'heure, est-ce qu'un environnement est propice à la vie? Je peux vous dire que la CEC, on en sort plus vivant quand on a fini la journée, quand on l'a commencé. Et donc là, déjà, elle a réussi l'exploit de mettre en œuvre un processus régénératif, ce qui est plutôt pas mal. Merci à vous. Merci Christophe. Donc la grande question, ça sera, est-ce que vous, dans cette salle, vous sortirez plus vivant de cette conférence de presse que vous n'êtes entré? Pour faire ça, je vais appeler sur scène Bertrand, qui est là. Tu es directeur général de Davidson, et tu vas nous parler de ta feuille de route. Bonjour à tous. Moi, je suis content que la CEC se finisse déjà parce que j'en ai marre de passer derrière Yannick et Christophe. C'est juste hyper dur. Et content qu'elle se finisse aussi parce qu'effectivement, on a pas mal bossé depuis un an avec Geoffrey, qui est mon Planète Champion, et moi. Donc voilà, nous, on est les dirigeants de Davidson, qui est une société de services numériques et industrie 4.0, pour faire simple. Voilà notre feuille de route. Donc, je ne vous la commande pas, parce que sinon, on y est encore demain. C'était juste pour faire montrer que ça existait, en fait, je pense, mais on va en prendre quelques grands points ensemble. Et donc, on va parler de notre question générative. Donc, nous, on a un problème, c'est qu'on n'a pas de produit. On fait du service. Alors moi, comme je le dis souvent aux copains de la CEC, j'aimerais bien avoir un camion à faire rouler moins ou des petites abeilles à régénérer. Mais en fait, je ne fais pas ça. Je fais un truc super immatériel, super abstrait, qui est du service. Alors, on s'est beaucoup questionné sur ça veut dire quoi changer. Davidson, ça voulait dire changer la nature même de nos services. Alors, on en a tiré 3 conclusions. La première chose, c'est qu'avant de donner des leçons, il fallait être exemplaire nous-mêmes. J'ai dit il y a quelques mois, avoir les fesses propres, ça m'a suivi pendant 6 mois, donc, et je viens de le redire en plus. Donc, d'abord être exemplaire nous-mêmes sur notre back-office, notre fonctionnement. Ensuite, soutenir la redirection de nos clients. Je vais donner quelques exemples ensuite.
Et puis, bousculer les consciences. Alors ça, on n'avait jamais trop fait. On ne pensait pas qu'on avait un rôle à jouer dans l'influence, mais aujourd'hui, on a envie d'embrasser ce sujet. Et bon, si vous voulez nous y aider, parce que nous, on ne connaît pas très bien ce monde, on est évidemment hyper preneurs. La première chose qu'on a voulu faire avant tout ça, c'est avoir un récit. Voilà, James Kerr disait, les belles histoires arrivent aux gens qui les racontent. Alors, on partage ça. Et on avait besoin de quelque chose à raconter à nos collaborateurs et à nos parties prenantes pour les embarquer. Alors, la CEC a défini un modèle qui permet de passer d'entreprise qui fait de la RSE à la papa à une entreprise régénérative. On l'a un petit peu adapté, parce que ça nous parlait évidemment, hein, on est bons élèves, mais nous, on était dans un historique un petit peu différent. Donc quand Davidson a commencé, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est ça. C'est une entreprise sympa, collaborative, où la décision appartient largement aux collaborateurs. Donc disons qu'on est à peu près là. Qu'aujourd'hui on est ici, voilà, on est une bicorp pour ceux qui connaissent ce groupement de sociétés. Donc on pense qu'on avait déjà entamé une démarche, mais notre vrai objectif, c'est de devenir une entreprise progressiste. Alors qu'est-ce que ça cache ce truc? Pour nous, ça cache d'abord un changement de rapport à ce qui est beau. Voilà. Je pense qu'on en vient d'un monde où ce qui est beau, c'est ce qui est gros, rentable, ce qui monte, ce qui est très haut, les grandes tours dans le désert et tout. Et nous, on pense que, enfin, l'histoire qu'on a envie de raconter à nos collaborateurs et à nos clients, c'est qu'il faut changer le rapport au beau. Ce qui est beau, c'est peut-être ce qui va être plus large, plus écosystémique, plus couvrant, plus abritant, si on reconnecte le cerveau à le cœur. Et donc, on a envie d'être cette entreprise rapidement, le plus rapidement possible. Alors, notre définition de l'entreprise progressiste, c'est une entreprise qui partage la valeur, qui intègre vraiment l'impact au cœur de sa stratégie, pas comme un périphérique, qui questionne l'innovation, qui différencie bien l'innovation et le progrès, c'est-à-dire l'ajout du bienfait pour l'humanité à l'innovation, qui construit de nouveaux business models, qui ralentit et donne du temps, je vais y revenir. On pense qu'il faut ralentir le rythme frénétique de nos sociétés, qui accompagne ses clients à la transition, et puis qui travaille de manière écosystémique, on en a déjà parlé. Alors un exemple valant mieux que de longs discours pipeaux, j'ai mis des petites choses sur les 3 domaines. Être exemplaire nous-mêmes, je vais pas tout parcourir, mais ça voulait dire d'abord bien mesurer. Donc on est passé d'une démarche bilan carbone flux financier à une démarche bilan carbone flux physique avec la démarche ADEME qui va bien. Ça voulait dire aussi pour nous assez vite contribuer. Davidson a produit 100 000 tonnes de carbone estimées depuis sa création et en génère en équivalent 12 000 tonnes par an. Donc on fait partie des gens qui règlent pas le problème puisqu'on n'est pas carbone négatif du tout. On est carbone malheureusement positif de 12 000 tonnes. Donc on a voulu aussi très vite mettre en place un système de contribution. Donc on a un partenaire, Planète Urgence, vers lequel on s'est engagé à donner chaque année 4 pour 1000 de notre chiffre d'affaires. Voilà, donc on a commencé l'année dernière, ça a permis de planter 600 000 arbres. On continue cette année, 1,2 million. On continue l'année prochaine, 2 millions. Alors vous allez me dire, votre chiffre d'affaires double tous les ans. Non, il y a le temps de lancer, de trouver et d'amorcer des projets. Donc Planète Urgence n'avait pas assez de projets pour nous au début, mais aujourd'hui on atteint notre rythme de croisière. Donc on va pouvoir petit à petit contribuer plus que ce qu'on envoie dans l'atmosphère chaque année, qu'on essaye de baisser aussi évidemment. Ce n'est pas un substitut à faire mieux, c'est un complément à faire mieux. On oppose souvent les deux d'ailleurs. Gna gna gna, les boîtes qui contribuent, c'est un prétexte pour ne pas baisser leurs émissions. La réponse est évidemment qu'il faut faire les deux et pas l'un à la place de l'autre. Évidemment, enjeu important qui est la sensibilisation de tous nos collaborateurs. On a créé un bilan carbone individuel qui va permettre de fournir à nos clients des bilans individualisés pour chacune de nos missions, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et peut-être encourager certains clients à travailler avec nous différemment, c'est-à-dire limiter par exemple le temps de transport de nos consultants pour réaliser les missions. Deuxième axe, voilà, ça c'est juste pour se la péter et faire genre on est ingénieur. Donc on mesure depuis le début de l'année l'impact de nos missions. On a choisi quelque chose d'assez simple, contrairement à ce que le schéma indique. À chaque fois qu'on remporte une mission pour un de nos clients, on lui donne une pondération sur les 17 principes ODD. Donc on a un système de comptabilité qui n'est pas extrêmement complexe, mais enfin on donne des points en fonction de l'impact de nos missions, de la nature sectorielle des projets sur lesquels on intervient, et bien sûr, petit à petit, on va essayer de migrer notre portefeuille pour que nos missions aient du sens au-delà de générer du profit. Troisième point, alors ça c'est un point important aussi, on veut participer à influencer.
On lance en septembre un site qui va s'appeler Impact Solutions, qui recense tout un tas de solutions pour l'entreprise qui veut réduire son impact. Donc on travaille avec un collectif de modérateurs et de contributeurs qui vont nous aider à alimenter cette plateforme parce qu'on en a marre de voir les gens se poser les mêmes questions pour arriver aux mêmes réponses. Donc c'est pas très frugal, on veut essayer d'aider à ça. On a participé avec plusieurs entreprises de la CEC au lancement d'un média, enfin c'est pas encore un très grand média, mais un site web qui s'appelle Good comme good et odd.fr. Qui veut justement parler d'un certain nombre de sujets qui fâchent. Et ça, on pense très fort que, notamment dans le domaine du numérique, qui est un de nos secteurs, il faut arrêter tout un tas de fusées. Il faut arrêter des trucs comme le tourisme spatial. Je vois que M. Bonifay est là, je lui vole son exemple de ce matin. Il n'est pas certain que faire du visionnage de vidéos TikTok en 5G à Bali soit un usage qu'on peut encore s'offrir dans les limites planétaires. Et donc, il y a une grande question qui est de savoir comment on arrête ça. Et on croit beaucoup à l'influence, la sensibilisation, l'explication, la formation. Et donc, nous, on veut prendre notre part là-dedans à travers des sites et puis des collectifs. Voilà, on est dispo pour ça. Je crois que c'est bon. Oui. Alors, je vais maintenant appeler Sophie, que voici, qui est directrice générale des laboratoires Expansience. Et tu vas nous présenter une feuille de route qui est spécifique à Mustela. Ouais. Eh bien, voici. Merci. Le clicker. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de Mustela. Mustela, c'est une marque du groupe Expansience. Et Mustela a été créé en 1950. Le groupe Expansience, c'est une boîte familiale qui date de la création de Mustela. C'est une entreprise qui est maintenant Bicorp depuis 2018 et qui vient de passer société à mission en décembre dernier. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir en tête que cet actionnariat à 100% familial, aujourd'hui, il nous aide à être ici à la CEC et à pouvoir écrire cette feuille de route en étant pas serein, parce que ça va être dur, ça va être compliqué, on s'est mis la barre très haut, mais en même temps, de se dire qu'on a les moyens, en tout cas, d'y arriver, et on a la gouvernance pour ça. Et je pense que c'est clé pour les autres entreprises. On est parti d'une volonté chez Mustela et chez Expansience, c'est de mettre la raison d'être au cœur de notre action et au cœur de cette feuille de route que vous allez découvrir. Être aux côtés des parents pour élever des enfants en bonne santé sur une planète en bonne santé, ça veut dire qu'on ne va pas se limiter forcément à faire des produits. Et ça veut dire qu'on va s'intéresser réellement au mal-être des parents dans le monde entier, en tout cas dans les marchés où on est présent. On est présent dans 100 pays et dans 14 filiales. Alors voilà la feuille de route, pareil, hein, on vous la montre, elle existe. Et il y a même en plus des espèces de pièces jointes de 50 slides si vous avez envie de voir le détail. Simplement important, le cap qu'on se donne aujourd'hui suite à la CEC, c'est d'apporter une visée régénérative pour 2035. On avait déjà une ambition qui avait été menée pour 2030, justement, de baisse de nos externalités négatives de manière déjà assez radicale. Et la rencontre avec la CEC et avec des gens comme Christophe Samples nous a vraiment amené à se dire, OK, il faut en parallèle de cette baisse qui est essentielle, il faut viser la régénération et il faut travailler sur des expérimentations dès maintenant qui nous préparent à des business models compatibles avec le futur et avec un futur bas carbone. La question générative qu'on a souhaité s'écrire, c'est comment rapprocher des parents les soins et les services familiaux essentiels avec la certitude qu'on aide les écosystèmes à se régénérer. C'est-à-dire que ces enfants, ils vont vivre dans des écosystèmes. Il faut que ces écosystèmes soient en bonne santé pour que les enfants en question soient en bonne santé. Sinon, ce n'est pas cohérent. Et du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a décomposé en 3 grands axes de travail notre feuille de route. Et c'est vraiment 3 grands axes qui sont basés sur cette question générative. D'abord, la première chose importante, le grand axe, c'est comment on travaille sur des soins et des services familiaux qui soient essentiels. C'est quoi essentiel, en fait ? Donc, pareil, vous découvrirez plus dans le détail si ça vous intéresse. Le premier axe, c'est finalement de rediriger Mustela vers une offre plus sobre, une offre qui soit compatible avec un futur souhaitable. Et vous découvrirez pas mal d'actions qu'on a mises en place maintenant pour 2030, 2035, mais avec des objectifs chaque année. De retravailler une offre qui s'interdise d'être inutile. Ça peut paraître bête, mais en fait, en marketing, depuis 30 ans, on apprend aux gens à créer du besoin. Et là, on ne va pas créer du besoin, on va même décider de ne pas faire certains produits si on estime qu'ils sont inutiles ou si on estime qu'ils sont utiles mais que leur impact est trop négatif et qu'elle n'est pas améliorable. Donc on va, par exemple, décider de stopper les lingettes jetables
dont on estime que ce n'est pas améliorable en termes d'impact et que c'est extrêmement mauvais pour la biodiversité, pour la pollution des sols. On va décider de tendre vers le zéro déchet, donc refuser les emballages avec des offres solides pour chaque besoin essentiel familiaux. Et puis s'il n'y a pas de solide possible, c'est du réemploi. Et on lance le vrac, on a lancé le vrac il y a 2 ans pendant la pandémie. Et aujourd'hui, on en est à 40 pharmacies en France. On ouvre la Belgique, on ouvre l'Italie. Donc le vrac, le réemploi se déploie. Et on ne pourra pas le faire seul. Donc l'idée, c'est vraiment d'entraîner avec nous tout un écosystème dans l'industrie, soit des soins familiaux, soit des soins dermocosmétiques en pharmacie, pour être ensemble beaucoup plus forts sur le réemploi et le vrac. Ensuite, dans cette question générative, il y avait l'idée de rapprocher notre activité des parents. Et donc, ça veut dire qu'on va retravailler notre méthodologie, notre façon de fonctionner. Je vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, quand on fait de la cosmétique, on achète les meilleurs ingrédients à la meilleure qualité possible, mais du coup, ils peuvent être extrêmement loin de notre lieu de production. Et finalement, cette surspécialisation et le fait d'aller chercher au meilleur prix, à la meilleure qualité, très loin, ça va entraîner des impacts évidemment carbone très forts, avec du transport. Donc on va travailler vraiment sur une idée de perma-formulation et perma-production, c'est-à-dire se dire, autour de mon centre de production, qu'est-ce que j'ai à disposition ? Qu'est-ce que j'ai comme champ, qu'est-ce que j'ai comme agriculteur avec lesquels je peux travailler, quelle personne va presser des huiles au plus près de chez nous. La crise ukrainienne, la guerre ukrainienne nous met face à des choses qu'on va sûrement vivre de manière beaucoup plus forte encore dans 15 ans, qui est la raréfaction des matières premières, leurs coûts qui augmentent. Et donc là, on apprend d'ores et déjà à s'organiser, à vivre dans un monde en crise. Et donc la permaformulation, ça veut dire que je vais regarder au plus près des parents, avoir un centre de production près de chez eux. Et dans ce centre de production, on va aller chercher des coproduits de l'alimentaire pour ne pas piquer de la nourriture aux bouches à nourrir dans le futur. Ou alors, je vais aller chercher des plantes invasives, par exemple, dont je pourrais faire des produits cosmétiques. Et puis, 3e axe, la régénération. Être sûr que les écosystèmes dans lesquels je vis peuvent se régénérer grâce à l'activité. C'est-à-dire que notre activité d'aujourd'hui, elle ne doit pas porter préjudice à la vie de demain, mais surtout, comment on peut faire pour être régénérateur. Et pour ça, le principal axe dont Christophe nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est de désintermédier notre lien au vivant. Alors, ça paraît un peu compliqué comme ça, mais en fait, dans l'industrie cosmétique, on a beaucoup d'intermédiaires. Beaucoup d'entreprises dont le boulot, c'est d'aller acheter un peu partout dans le monde des ingrédients. Et donc, on ne sait pas d'où viennent les ingrédients. Donc, on travaille déjà depuis pas mal d'années, mais maintenant, on veut renforcer ça en direct avec des terres agricoles, avec des agriculteurs, et les aider à travailler sur des pratiques agricoles qui soient réellement régénératives pour baisser l'impact négatif qu'on va avoir, mais ensuite pour améliorer même notre impact et améliorer les sols dont on va extraire les matières premières. Évidemment, ça passera aussi par de la simplification de nos catalogues, faire moins. Mettre moins d'ingrédients aussi dans les produits. Et donc ce lien au vivant, il va falloir qu'on le travaille et ça va prendre beaucoup de temps parce que les pratiques de notre industrie aujourd'hui sont très loin de ça. Et puis évidemment, pour que notre impact d'aujourd'hui ne porte pas préjudice à demain, il faut absolument travailler sur les objectifs climatiques. Donc une décarbonation à visée neutre pour 2030. Et dès 2025, on décarbone notre centre de production à Épernon en Eure-et-Loire. On travaille évidemment aussi sur les postes achats qui sont extrêmement lourds en termes de carbone et sur le transport. Et je voulais juste terminer avec une conclusion qui est que finalement, faire un enfant aujourd'hui, c'est quand même un acte d'espoir, si ce n'est de foi. Et à partir du moment où on s'adresse aux parents dans le monde entier qui font cet acte-là, il faut qu'on croie comme eux que le monde de demain peut être meilleur. Et même si c'est difficile quand on lit quelques rapports du GIEC, c'est absolument dans cette optique-là qu'on se met à travailler. Merci. Sophie. Alors, 3e feuille de route qui sera suivie d'un exemple de projet coopératif, car la case du bas sur la feuille de route, c'est comment j'active mes écosystèmes coopératifs. Mais avant ça, Renaud Cornu, d'Epalia, à toi la parole. Je vais vous parler de palettes. Bonjour. Donc, Renaud Cornu, je suis le président d'Epalia depuis 5 ans maintenant. Notre baseline, c'est des palettes et des hommes, donc j'ai voulu vous en présenter quelques-uns sur cette diapo. Pour nous présenter, déjà, on est un acteur de l'économie circulaire. On est même, nous, un des leaders de marché sur le réemploi de palettes en France. On embauche quasiment 600 personnes à temps plein entre nos salariés et les indirects, mais qui travaillent à temps plein pour nous.
on est répartis sur 32 sites, comme vous le voyez, et je vais essayer de vous présenter assez rapidement, par quelques visuels, quel est notre métier. Donc un des 32 sites, le voilà, vue d'avion, une plateforme, des palettes, un atelier de production. Vous multipliez ça par 32. On reçoit les palettes, enfin en fait on va les chercher dans l'industrie ou dans la grande distribution, on les ramène sur nos sites, on les décharge, on les trie. C'est à la fois manuel et ça peut être un peu mécanisé. Quand on les trie, il y en a qui sont à réparer avant de pouvoir être réutilisés. Donc on a des ateliers de réparation. Voilà quelques... et après, bien sûr, on relivre. Alors, c'est pas parce qu'on est un acteur de l'économie circulaire et qu'on est dans le réemploi qu'on n'a pas d'externalités négatives. Donc voilà les impacts. La CEC a déclenché une mise en mouvement dans l'entreprise et un des premiers éléments, ça a été la réalisation du bilan carbone Scope 3. Donc voilà nos impacts en termes de ressources, 4000 m3 de bois neuf, 300 tonnes de clous. Enfin, je vais vous passer les... Le plus spectaculaire, c'est peut-être les 6 millions de kilomètres que l'on fait en camion. Donc la feuille de route, alors moi aussi, elle existe. J'ai même pas réussi à la faire tenir sur une page. Donc on l'a mis sur 2. Voilà. La question générative des PALIA, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec Arnaud, le Plan Champion des PALIA, ici, en séquence avec Christophe à Lille, à l'époque, et qu'on a en fait retravaillé et validé avec l'ensemble des managers des PALIA. Et voilà ce que ça donne. Alors d'abord, on adresse quel type de besoins humains ? Eh ben, faire circuler les marchandises, c'est quand même nécessaire pour que les gens puissent se nourrir, se vêtir, etc., s'équiper. Et créer de l'emploi. Alors vous allez me dire, c'est un peu tarte à la crème parce que toutes les entreprises finalement font travailler. Sauf que la particularité des PALIA, c'est qu'on est un créateur d'emplois peu qualifié. Et ça, c'est, je pense, un des points clés pour demain. C'est d'être capable de faire travailler tout le monde. Notre question générative, donc, comment faire réemployer toutes les palettes, leur faire parcourir un minimum de kilomètres, en préservant la santé de nos salariés, en développant l'emploi dans les territoires et en régénérant l'écosystème forestier et les sols. Quel levier de redirection ? Alors, je l'expliquais tout à l'heure, on est déjà dans l'économie circulaire, donc on considère qu'on n'a pas vraiment à pivoter complètement et à beaucoup rediriger notre activité. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on est parfait. Donc on a identifié 4 leviers. Le premier serait de déplacer les activités chez nos clients et d'optimiser les distances plutôt que faire bouger des palettes. Et donc faire moins de camions sur les routes. S'installer dans des friches industrielles, vous l'avez peut-être vu, on a 350 000 m² de plateforme, donc on a imperméabilisé les sols en quantité non négligeable, 35 terrains de foot. Les prochaines, on les ouvrira sur des friches industrielles. L'extension du modèle de réemploi à d'autres types de produits et d'emballages, puisqu'on a un modèle où on collecte en proximité, on massifie chez nous et on relocalise, on l'applique aux palettes, on pourrait l'appliquer à d'autres choses. Donc ça, c'est un axe de développement possible. Et puis de créer un écosystème coopératif avec les acteurs qui sont dans le réemploi. On réemploie aujourd'hui des palettes, mais aussi on réemploie des outils informatiques, on peut réemployer des véhicules, etc. C'est une activité qui est trop peu connue. Et donc notre ambition va être d'essayer d'en faire un écosystème un peu plus répandu. Premier levier, donc déplacer les activités chez nos clients, voilà comment ça se passe. Donc au lieu de faire circuler des palettes dans des camions, on envoie nos opérateurs, quand c'est possible, chez nos clients. Le deuxième levier, s'installer dans des friches existantes, je pense qu'il est assez explicite. Et le troisième, donc encore une fois, c'est utiliser notre modèle logistique à d'autres destinations que des palettes. Une 13 facile. Donc je vais vous montrer un exemple de changement de modèle d'affaires que l'on a co-construit finalement avec un de nos clients. Le client est un fabricant de matériaux de construction, mondialement connu. Et donc, ils l'ont fait pivoter, nous l'avons fait pivoter avec lui en utilisant la consignation. Donc la consignation comme moteur de l'économie circulaire, ça pourrait être la présentation des 3 diapos qui vont arriver. Ou comment on va passer d'une palette jetable à une palette retournable. 2020, ce fabricant de matériaux de construction, pour son produit palette, économie linéaire, décolle. Il a besoin de palettes, il appelle un fabricant de palettes, qui appelle un scieur, qui appelle un exploitant forestier, qui va couper des arbres. La palette, elle va dans un réseau de distribution,
puis sur un chantier, et puis quand elle est vide, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, elle finit en chaudière biomasse, et souvent, elle finit dans le barbecue du maçon. Économie linéaire, one way, un seul usage pour ce produit palette. Qu'est-ce que nous avons fait depuis avec cet acteur? Sur la palette, il a mis son nom. Et maintenant, quand la palette est vide, on va les récupérer en proximité. On va la récupérer sur les chantiers ou dans le réseau de distribution. Pour s'assurer qu'elle revienne, il embarque une consigne. Donc c'est la consignation qui est le moteur vraiment de « je vais rendre la palette ». Quand elle revient, nous, on va collecter. On est en proximité, donc on est capable de collecter. Et puis, on va relivrer aux besoins. Quels impacts? Donc on l'a fait sur les 3 P. Déjà, plus vous faites une rotation avec la même palette, j'imagine que c'est assez évident, plus vous baissez la consommation de bois par trajet. Mais également sur tous les process, on est également plus vertueux. Ce n'était pas évident à l'origine, c'est que même sur la partie logistique, lorsque l'on utilise ce système-là, on peut baisser les émissions de CO2 de 35% par rapport à un modèle palette jetable. People, l'impact People vu des Palias, c'est 370 emplois non délocalisables. Des fois, notre fabricant de matériaux de construction, il allait acheter ses palettes en Europe de l'Est. Là, on fait bosser des gens en proximité. Et puis profit, parce qu'il n'a quand même pas fait ça que pour la planète et pour les People des Palias. Et sur le modèle économique, en fait, l'écart entre le budget cumulé, j'achète des palettes neuves qui ne servent qu'une fois et j'achète des palettes qui vont tourner pendant 5 ans, il est là, il va faire 33% d'économie. Lorsque l'économique rejoint la vertu ou l'impact, on va dire, je pense qu'on peut tout gagner. Merci. Merci Renaud. On va passer à la dernière présentation avant le petit mot de clôture. Et là, l'objectif, c'est de vous montrer ce qui se passe quand plusieurs acteurs, plusieurs entreprises de la CEC se mettent ensemble pour réfléchir sur un même sujet. Et donc, j'invite Virginie et Bruno. Merci. Tiens. Alors, bonjour, donc nous représentons avec Bruno toute une cordée, donc c'est le nom de nos groupes de travail qui s'appelle Gaïa. Et cette cordée, comme tout le monde s'est pris, le mur des limites planétaires a été fortement cité à la radicalité dans ses propositions et a également été invité à la coopération. Donc on a pris en compte tous ces éléments pour pouvoir faire une proposition qui est donc ce qu'on a appelé pour le moment, c'est le nom de code, ne le révélez pas tout de suite, l'indice R-Cube. À quoi correspond cet indice? Il a une ambition déjà, c'est de s'atteler au jour du dépassement. On a voulu proposer une mesure qui permette de traiter de la notion de surexploitation des ressources et de faire reculer ce jour du dépassement, puisqu'aujourd'hui, l'humain, mais les entreprises aussi, vivent à crédit. On consomme presque 2 planètes par an. Et donc c'est ce sujet qu'on a voulu adresser en priorité avec cet indice, avec pour ambition de valoriser toute matière, quelle qu'elle soit, y compris les déchets, comme des ressources à part entière. Et pour cela, donc ça bien sûr suppose une accélération de l'économie circulaire. Il fallait des outils pour pouvoir permettre cette accélération. On a vite constaté qu'il y avait quelques freins qu'il fallait lever parce qu'effectivement, on n'est pas les premiers à y avoir pensé. D'autres l'ont fait et très bien fait avant nous. Mais dans les faits, aujourd'hui, c'est encore plus intéressant pour une entreprise d'aller se tourner vers l'extraction ou l'utilisation de matières vierges et pas aller sur des notions de recyclage. Il existe des lois, mais malheureusement, il manque d'outils, d'indices, de référentiels pour pouvoir les mettre en application. Et on a aussi une problématique autour des infrastructures qui existent aussi, mais sur certaines filières qu'on appelle donc, bien sûr les responsabilités élargies des producteurs, où là, on a la capacité de rentrer dans une circularité, mais ce n'est pas le cas de tous les secteurs d'activité. Et pour cela, donc, on propose de mettre en place un indice qui serait global et surtout obligatoire, puisque sous la contrainte, on n'est plus créatif, pour que les entreprises soient évaluées sur ce critère qui prenne en compte à la fois la dimension réemploi, réparabilité, recyclabilité et qui concerne les entreprises de fabrication de produits non alimentaires. Et ces entreprises-là seraient évaluées sur ces 3 dimensions-là dans leur manière de produire, designer et lancer sur le marché les produits, mais aussi les entreprises utilisatrices seraient également évaluées et incitées
de ce fait à se préoccuper de la fin de vie de ces produits pour qu'elles rentrent dans des filières de retraitement. On a plein de propositions qu'on pourra évoquer par la suite d'utilisation possible, et notamment ça pourrait être un indice qui serait pertinent à intégrer dans les commandes publiques comme étant voilà, un indice de référence. Et je passe la main pour la suite. Et donc on a trois derniers points à voir. C'est un groupe de travail, comme on l'a dit. Donc le travail n'est pas fini, donc on va avoir besoin de parties prenantes. On va les voir. On a imaginé des pistes de succès et surtout l'impact qu'on veut avoir. Et évidemment, l'impact positif. On en a parlé tout à l'heure. Déjà, le fait d'éviter le jour du dépassement, il faut qu'on passe par demain, il n'y a plus de déchets, ce sont des ressources. Et donc, éviter déjà l'utilisation de matières vierges et l'extraction. Les mines, c'est très bien, sauf que pour avoir des mines, il faut dépenser de l'énergie, etc. Et c'est une source de ressources, mais qui aujourd'hui n'est plus viable dans le monde de demain, où on veut limiter non seulement les émissions, mais aussi régénérer. On doit développer les circuits de collecte et de traitement, au-delà des REP, comme l'a dit Virginie à l'instant, et puis accélérer l'économie de la circularité. Le mot qui est important, c'est ce qu'il y a derrière, pas d'effet rebond. Parce qu'aujourd'hui, l'effet circulaire, il y a des possibilités de la faire, elle n'est pas toujours régénérative, loin de là, et c'est compliqué à mettre en œuvre. Et on l'a vu, il faut que l'économique rejoigne l'impact positif. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les succès, très rapidement, donc maintenant et puis en 2023, avec les parties prenantes, aller vers la définition, bien entendu, de cet indice, de façon plus précise, et dès 2024, avoir un pilote de notre indice qui soit adopté par les membres de la CEC. Ensuite, en 2025, son entrée en application d'abord en France, et puis en 2030, adoption de cet indice par 100% des entreprises cibles, donc non alimentaires. L'objectif, c'est bien le recul de ce jour du dépassement. On est ici à la CEC, le climat, vous l'avez compris, on en a parlé juste avant avec les entreprises qui sont passées, c'est un gros arbre, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème des ressources, le problème du vivant, il est là, et il est déjà là. Et donc, l'objectif, ça va être de travailler avec, bien entendu, les entreprises de la CEC, mais l'ADEME, qui a déjà travaillé sur le sujet, l'Institut national de l'économie circulaire, Économie circulaire 2022, et puis, bien entendu, les cabinets ministériels. On parle de quelque chose de complexe, et donc de la coordination entre différents organes de l'État pour mettre cet indice obligatoire en service. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Désolée. Et je vais inviter une dernière personne sur scène, ce jeune homme qui s'appelle Éric Duverger. Je l'ai rencontré sur LinkedIn en septembre 2020. De commentaires en message, on s'est appelé, il m'a dit j'ai l'idée d'un machin qui s'appellerait une convention des entreprises pour le climat. Qu'est-ce que t'en penses ? Nous voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup à nos participants qui ont partagé leur feuille de route et le projet collaboratif. Je vais faire très vite parce qu'on veut vraiment avoir un temps d'échange et puis vous avez peut-être un peu envie d'aller sur le buffet. En fait, on pense, il y a deux idées clés à retenir. C'est qu'on pense qu'on tient, avec la CEC, un potentiel transformatif majeur, très puissant. Vous pouvez le sentir dans la salle. Si vous avez passé du temps ce matin dans les groupes de travail, il y a quelque chose qui est né, une méthodologie, une culture, un esprit CEC dont on espère qu'il va pouvoir grandir. La question stratégique qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait après et comment passer à l'échelle en restant nous-mêmes. Donc ça, c'est le dilemme de toute start-up. On veut grandir, on pense qu'il faut essaimer cet esprit de la CEC auprès du tissu économique français. Mais comment le faire en gardant cette énergie, cette capacité à travailler en intelligence collective ? C'est notre enjeu. Et en fait, on a 3 leviers. Et ça fait plus de 6 mois qu'on a travaillé sur cette stratégie qui se concrétise maintenant pour la suite. Le premier levier, c'est la rampe de lancement. On a besoin de structurer ce qu'on a fait ici, de le capitaliser pour être prêt à déployer plus largement. Notamment sur l'idée d'avoir une CEC Academy où toute la conscience pédagogique qu'on a travaillée va pouvoir se déployer sur d'autres projets.
capitaliser sur la méthode CEC. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on arrive à ce sursaut de 150 entreprises? Et puis, notre socle, c'est aussi la communauté des entreprises pour le climat. C'est ce que vous avez ici. On va poser la question demain à tous nos participants. Voulez-vous continuer l'aventure avec nous? On espère un taux au-dessus de 90%. C'est le challenge qu'on s'est donné. On a des premières indications qui vont en ce sens. En tout cas, on entend beaucoup le « ne nous lâchez pas » et ce n'est que le début. Donc là, c'est la partie rampe de lancement. Sans ça, on ne peut pas penser au reste. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les démultiplications. Depuis le début, on a notre garant, l'ADEME, qui nous avait dit préparer la démultiplication potentielle du succès de la CEC. Donc on a 2 dimensions ici. En fait, il y a beaucoup d'autres projets. On a plus de 30 projets entrants de CEC, de déclinaison de CEC. Ici, vous en avez quelques exemples. Une CEC dans l'Ouest qui est en train de s'organiser. Une CEC du côté de Marseille, donc Provence, Corse, qui est déjà en cours de recrutement. Donc un même dispositif avec simplement 60 entreprises du territoire. Et puis, on a aussi une CEC en Bourgogne, en Nouvelle-Aquitaine, des CEC en Suisse, Belgique, Luxembourg, qui viennent, qui nous sollicitent en demandant quel est le mode d'emploi pour qu'on fasse sur notre territoire. Et des dirigeants qui sont déjà en train de s'organiser. On a des projets avec des entreprises du CAC 40, on ne peut pas encore citer, pour faire des parcours qui soient designés pour ces entreprises. Évidemment, elles ont des besoins transformatifs majeurs, donc on va faire du sur-mesure. Et puis, un projet de CEC européenne, puisqu'on sait que le business ne s'arrête pas à nos frontières. Donc, tout ça, on est en train de le préparer et de qualifier ces opportunités et aussi de faire des choix pour voir quels sont les premiers projets à lancer pour garder la dynamique. Et puis, il y a le 3e sujet qui nous tient à cœur, c'est, je dirais, de démocratiser la claque climatique, puisqu'on sait que c'est le préalable de tout. Grégoire l'a dit, c'était le préalable pour les citoyens. Ça a été le préalable pour les dirigeants de la CEC. Et on aimerait que cette claque climatique, cette prise de conscience se généralise dans la société, notamment dans les sphères d'influence. Donc on est signataire d'une tribune 20 heures pour le gouvernement. C'est un projet qui avance. On ne peut pas tout vous dévoiler, mais on pense que ça va déboucher sur quelque chose de très concret avec les ministres et également avec les parlementaires, puisque évidemment c'est lié. Et on espère, on sait que pour un réveil écologique, il a fait beaucoup d'actions en ce sens avec les nouveaux parlementaires. Donc pour nous, c'est un sujet majeur pour qu'on parle tous le même langage et qu'on soit au même niveau de compréhension de l'urgence. Et puis, il y a 2 domaines, tout le monde le sait, dans le business, qui sont majeurs pour faire basculer une économie. Les cabinets de consulting. Donc on est en train de préparer, on a déjà les prémices d'une CEC avec des grands cabinets, puisqu'ils sont influenceurs majeurs des comités de direction de toutes les entreprises de France. Et puis, le monde de la finance, assurance. On sait que là, il y a un enjeu majeur de bascule. Donc voilà, on a des contacts assez avancés avec quelques fonds de business venture, avec la Banque de France aussi, pour que des grandes masses d'argent qui sont aujourd'hui dans notre économie aillent vers l'économie régénérative. On pense que là, on peut déclencher une bascule. Merci beaucoup. Merci Eric. Alors, merci d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir écouté attentivement tout ce qu'on voulait vous proposer, vous raconter. J'ai 3 choses à vous partager. Premièrement, la présentation que vous venez voir sur demande, on peut vous la partager. Deuxièmement, ce qui se passe demain, on y a fait allusion. Le collectif CEC a produit un corpus de mesures à destination du monde politique et le collectif demain vote, fait le tri dans celles qu'ils ont envie de prioriser pour qu'on puisse finir d'y travailler pendant l'été. On peut vous le partager, on a quelques versions de papier. 3e chose, vous avez peut-être comme moi le ventre qui gargouille. Il y a un buffet ici. La CEC reprend 14h15. On a un peu débordé sur le timing, donc j'espère que certaines des personnes qui étaient sur scène consentiront. On ne sait plus qu'ils se feront engueuler par le reste du groupe, mais si vous êtes OK de vous faire engueuler, de rester un peu plus de temps, l'idée c'était de pouvoir avoir des moments d'échange. Il y a aussi des membres du comité de garant de la CEC, du C3D, de l'ADEME, des collectifs dorés, de Good Planet. J'espère que je n'oublie ni ne vexe personne. C'est bon. Voilà, donc merci beaucoup.